Voilà, donc on va reprendre on va dire pour concrétiser, on va dire matérialiser les concepts de base dont on a parlé tout à l'heure à travers une démonstration. Alors pour cela, donc je vais utiliser un IDE, donc un éditeur qui fait que des XML globalement. C'est Oxygène. Oxygène, c'est un IDE qui est très populaire, qui est utilisé pour en fait manipuler on va dire les formats de données, toute la technologie XML. Alors pour cela, donc sur Classroom, donc pour les gens tout à l'heure qui ne sont pas encore sur Classroom, donc je vais vous me rappeler pour laisser le code parce qu'il y en a ceux qui n'ont pas encore des adresses email institutionnelles. Sur Classroom, j'ai laissé une version de Oxygène avec une clé, donc normalement ça devrait marcher, mais en même temps, vous pouvez faire fonctionner Oxygène. Avec une version, vous pouvez le télécharger. Il y a une version de 30 jours que vous pouvez utiliser, mais après, vous pouvez toujours à chaque fois ajouter 30 jours, etc. Donc, pour côté académique, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser sans problème. Alors, en tout cas, aujourd'hui, donc, vous n'avez pas besoin de manipuler. Je vous demande juste de me suivre, de suivre un peu la démo. Alors, en fait, comme je disais, donc, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, si vous vous rappelez l'exemple, je prends par exemple le cas de bibliothèque que j'ai montré tout à l'heure, celui-là. Donc je voudrais par exemple manipuler des documents XML qui ont ce format-là. Donc la racine c'est biblio. Chaque biblio contient plusieurs étudiants. Chaque étudiant est défini par un code, un nom, le prénom, l'âge. Et chaque étudiant est défini par, plutôt peut emprunter plusieurs livres. Bon, chaque livre est défini par son ID, le titre, la date d'emprunt et rendu. Donc, moi ce que je veux, comme je disais, c'est ça. C'est, avant de commencer à créer le document XML, je dois d'abord déclarer la structure, le schéma, la structure. On va déclarer le contrat. Alors, pour cela, pour déclarer ce contrat, ben, je vais utiliser par exemple Oxygène. Je vais créer un fichier nouveau. Vous avez donc, il y a beaucoup de formats qu'on peut manipuler dans Oxygène. Vous avez un document XML, le schéma XML, vous avez document type definition. Alors ici pour le moment, je ne vais pas utiliser le schéma. Je vais commencer par DTD, qui est comme je disais, donc DTD c'est quelque chose qu'on avait hérité de HTML, quelque chose de très ancien. Il est limité mais très simple, qui fait l'affaire dans pas mal de cas. Alors je vais créer une DTD. Alors si vous voulez, dans une DTD, qu'est-ce qu'on fait? On va déclarer la structure de notre document. Et pour déclarer la structure d'un document, vous avez, il y a deux instructions principales que vous devrez connaître. Bon, la première élément est @list. Comment déclarer les éléments et comment déclarer les attributs. Alors pour déclarer par exemple un élément, on va utiliser cette syntaxe-là, element. Comment s'appelle l'élément racine? Biblio. Entre pas espace. L'espace, il est très important. Et le type. Et après, dans notre cas, on peut déclarer le type biblio. Il y a différents types. Il y a un type qui s'appelle dièse PC data. Bon. C'est comme ça. Si vous déclarez un élément de type PC data avec dièse comme ça veut dire que c'est un élément qui contient du texte. Ça suppose que entre biblio et /biblio, il n'y a que du texte. Alors, dans notre cas, ce n'est pas le cas. Parce que biblio contient plusieurs éléments fils. Il contient plusieurs étudiants. On dit que l'élément biblio contient une séquence d'éléments étudiants. Alors, comment on déclare une séquence? Il faut mettre les parenthèses. Et entre parenthèses, vous déclarez les éléments qui sont autorisés à apparaître à l'intérieur de l'élément biblio. Dans notre cas, nous avons étudiant. Alors maintenant, si vous mettez étudiant, donc ça veut dire que biblio contient étudiant. Mais combien d'étudiants? Wesh, un minimum 1. Est-ce que c'est plusieurs? Alors maintenant, pour indiquer, c'est-à-dire le nombre d'instances, il y a ce qu'on appelle un indicateur d'occurrence. Alors il y en a 3. Il y a plus. Le plus là, ça veut dire 1 à plusieurs. Si vous mettez étudiant plus, ça veut dire que biblio contient minimum un étudiant. Maximum plusieurs.
Si vous mettez étoile, ça veut dire minimum 0, maximum plusieurs. Si vous mettez point d'interrogation, ça veut dire minimum 0, maximum 1. C'est-à-dire 0 ou bien 1. Si vous mettez rien, ça veut dire 1 et un seul. Vous voyez, donc DTD, c'est quelque chose, c'est fait comme ça. Bon, les gens qui ont créé DTD, les indicateurs d'occurrence, donc comme je disais, dans notre cas, on va mettre plus, ou bien étoile, ou bien quoi? Point d'interrogation, ou bien rien. Alors, on va mettre plus, ça veut dire il y a plusieurs étudiants. Et la même chose ici, je déclare element étudiant, espace, qu'est-ce qu'il contient les étudiants? Il contient plusieurs livres. Donc on va mettre livres plus. Si vous voulez mettre étoile, ça veut dire qu'il se peut que j'ai un étudiant qui n'a emprunté aucun livre. Et je déclare l'élément livre. Alors livre, est-ce qu'il contient des éléments fixes? Non. Livre, c'est un élément empty. Alors on le déclare de type empty, comme ça. Donc DTD empty, ça veut dire que c'est un élément qui est vide. Déjà, si vous faites ça, si vous faites la déclaration, qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer? Vous êtes en train de déclarer une base de données hiérarchique. C'est un arbre que vous êtes en train de déclarer. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez donc, c'est en train de déclarer quoi? Biblio qui contient plusieurs étudiants. Chaque étudiant contient plusieurs livres. Donc maintenant, les éléments, c'est les nœuds de l'arbre. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Chaque élément contient des attributs. Donc je dois déclarer les attributs de chaque élément. Alors c'est ce que je veux faire en utilisant @list. Donc @list. Donc je commence d'abord par l'élément étudiant. Étudiant. Alors maintenant, vous déclarez d'abord l'élément étudiant, espace, et vous déclarez les attributs. Mais on peut faire entrée. On va faire des tabulations comme ça, c'est juste pour organiser. C'est-à-dire l'élément étudiant, et je peux déclarer la liste des attributs. Alors pour chaque attribut, qu'est-ce qu'il y a comme code? Comme attribut A, le code. Je suppose que chaque étudiant a un attribut qui s'appelle code. Ça, c'est le nom de l'attribut. Espace. Le type de l'attribut. C'est-à-dire, l'attribut, c'est du texte. Est-ce que c'est un... alors, on aimerait bien trouver des types int, float, date, etc. Non, DTD, malheureusement, c'était limité. Donc, vous avez les types qui existent. Il y a CData. CData, c'est du texte. C'est-à-dire, c'est du texte, ça peut être un nombre, ça peut être une date, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un entier, un float. Donc, c'est-à-dire, DTD, l'une des limites, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre une date et un nombre ou une chaîne de caractères. CData, c'est un type qui accepte les espaces. C'est-à-dire, ça peut être un texte avec les espaces. Il y a également un autre type qui s'appelle enmToken. enmToken, c'est un type texte, mais en un seul mot. C'est-à-dire, il n'accepte pas les caractères spéciaux et on ne peut pas mettre les espaces. Ça peut être utile dans des situations. Il y a le type ID. Le type ID, c'est l'identifiant. Si vous vous rappelez, j'avais parlé tout à l'heure de quelque chose comme la clé primaire, si vous vous rappelez, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand vous avez c'est-à-dire ID, ça veut dire que on ne peut pas avoir plusieurs étudiants qui ont le même ID. Mais il faut noter que ID, il n'a pas la même signification que la clé primaire. C'est à peu près ça. Donc c'est pour cela que dans un premier temps, donc on ne va pas l'utiliser ici, et après vous allez voir pourquoi. Donc je peux dire par exemple enmToken, c'est-à-dire c'est du texte, mais c'est un nombre. Je peux mettre CData dans un premier temps. Donc vous avez chaque attribut, il y a 3 éléments à déclarer. Il y a le nom de l'attribut, espace, le type de l'attribut. Le troisième élément, c'est la présence. Alors la présence, ça peut être, pour éviter les appels comme ça, alors la présence, on peut avoir soit dièse. Si vous mettez required, ça veut dire que la présence, elle est obligatoire. C'est-à-dire dans le document XML, quand j'ai un étudiant, obligatoirement, je dois avoir un code. Vous avez
implied, ça veut dire la présence, elle est optionnelle. Et après, vous avez, notamment, il y a une autre, c'est fixe, c'est-à-dire c'est la valeur, elle est fixe. On va voir parfois, on peut déclarer un attribut, mais dans sa valeur ne peut pas changer. Dans notre cas, on va dire ici, sa présence, elle est obligatoire. Donc, vous voyez donc, c'est très simple. Je suis en train de dire, un étudiant a un attribut qui s'appelle code, qui est de type CData, sa présence, elle est obligatoire. Entrée. J'ai le nom de type CData. Bah, j'ai oublié quelque chose ici. Required. La présence obligatoire. Donc, j'ai le code, j'ai le nom, j'ai le prénom. CData required. Donc, vous voyez ici, donc, je viens de déclarer. Mais si je suis en train de déclarer, il ne faut pas oublier que ça, c'est un contrat. C'est qu'il y a plusieurs entreprises qui vont se réunir, on va se commencer à se dire, voilà, si maintenant on est en train de rédiger un contrat d'échange de données, on se met d'accord sur la structure. Alors, ça, c'est étudiant. Et après, on va dire la même chose pour l'élément livre. Alors, pour livre, donc, je vais utiliser encore @list. Livre. Non, il manque un champ. La date. Je n'ai pas le champ. Alors, le code, le nom, le prénom, l'âge. Voilà. Tout à fait. L'âge de type CData. La présence obligatoire. Voilà. Alors maintenant pour livre, donc on va dire ID de type NM token pour changer un peu comme ça, pour voir la différence. La présence obligatoire. J'ai le titre du livre de type CData. La présence obligatoire. J'ai la date d'emprunt, par exemple, comme ça. De type CData. DTD, il n'y a pas de type date. Donc, une date, vous pouvez la représenter avec un CData. La présence required. Et j'ai rendu. Rendu, c'est un cas particulier. Alors, voilà, j'aimerais bien trouver quelque chose comme booléen, mais ça n'existe pas. Donc, mais rendu, ça peut avoir comme valeur soit vrai, soit oui ou bien non. Donc, c'est ce qu'on appelle un type énuméré. Si vous avez un attribut qui peut avoir comme valeur soit ça, soit ça, soit ça, c'est ce qu'on appelle un type énuméré. Et comment on déclare un type énuméré dans le DTD, entre parenthèses, et vous mettez les valeurs possibles. Par exemple, oui. Et après, vous mettez pipe, une barre verticale, et vous mettez non. Alors, si vous avez plusieurs valeurs possibles, vous mettez plusieurs pipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rendu peut avoir comme valeur soit oui, soit non. Et maintenant, la présence, ça doit être obligatoirement la valeur par défaut. Et c'est quoi la valeur par défaut? C'est non. C'est-à-dire, rendu, il peut être soit oui, soit non, mais la valeur par défaut, c'est non. Donc, vous voyez, donc la présence ici, on ne va pas mettre required, parce que généralement, un type énuméré, il y a toujours une valeur par défaut. C'est clair? Et vous voyez, oui? 0, 1, on le met, c'est-à-dire 0, 1, la valeur. Bah, tu mets 0, 1. Parce que ça, c'est comme ça, des choses comme ça. C'est valeur. C'est-à-dire, tu peux mettre n'importe quel texte ou quelle valeur. DTD, il n'y a pas de problème. Donc, ici, donc, je peux mettre ici oui. Et là, non. Vous voyez donc, c'est pas compliqué. Déclarer une DTD, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, je déclare les éléments et je déclare les attributs. Je vais enregistrer ce fichier-là. On va lui donner un nom. Donc, je suis dans des documents. Je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple TP-XML. Et on va lui donner le nom, par exemple, biblio.dtd. Donc, vous voyez donc l'extension DTD.
Voilà, notre réunion est terminée. Nous avons rédigé parce que comme ça, toute la vie des entreprises fonctionne. Sauf que, bien sûr, toutes les banques n'ont pas participé. Vous savez, par exemple, dans le domaine bancaire, il y a des virements, il y a des choses, et ben, leur système d'information doivent respecter des formats standards. Mais les gens qui ont créé les standards, c'est comme ça qu'ils ont fait. Quand ils se sont réunis, ils vont dire, tiens, on va d'abord rédiger notre standard. Donc, on a rédigé un contrat d'échange de données. Maintenant, on va créer un document XML. On va maintenant, supposons maintenant je suis dans ma banque, je veux, je ne suis pas la banque, je suis dans un établissement, je veux créer un fichier XML. Donc, je vais créer un document XML. Voilà, XML. Mais regardez, quand je crée un document XML, dans personnalisé, il va vous dire ce document XML, il est valide avec quoi? Wesh, avec un schéma ou bien avec DTD. Ici, donc, je vais choisir une DTD. Où se trouve la DTD? Donc, je vais chercher le DTD, il est là. Et quand vous spécifiez la DTD, il faut indiquer la racine. Parce que dans une DTD, on ne peut pas, à partir d'une DTD, on ne peut pas déterminer l'élément racine. Contrairement au schéma XML, on va voir, dans un schéma XML, parce que c'est du XML, on peut automatiquement connaître la racine. Donc ici, donc, ça doit être, il faut préciser que l'élément racine, c'est biblio. OK? OK. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voyez là? Ben, je suis en train de créer un document XML. Regardez, doctype. C'est quoi biblio? C'est l'élément racine. Système. Et vous voyez donc notre DTD, il se trouve ici. Donc vous voyez, il se trouve... alors comme on est dans le même dossier, on va enlever ce chemin-là, on va dire biblio, parce que je suppose biblio DTD se trouve dans le même dossier où se trouve ce fichier XML. Je l'enregistre juste pour lui donner un nom. Je l'appelle biblio.xml. Et je complète, regardez. J'ai le code par exemple E1. Je peux mettre 1, je peux mettre E1 parce que c'est du type CData. J'ai par exemple le nom, par exemple, alors Ismail. Prénom, Ahmed. L'âge, allez, 25. Alors, il y a un livre par exemple L1. Le titre par exemple XML. La date, je mets la date comme ça. Pour le moment, avec une DTD, je peux mettre n'importe quoi. Le parseur XML ne va jamais me dire cette date n'est pas valide. Le défaut de DTD, c'est que dans DTD, on ne peut pas. Mais par contre, quand on va travailler avec les schémas XML, non. Schéma XML, le parseur il va vous dire ça c'est pas une vraie date. Donc ici, donc je suppose que c'est comme ça. Mais regardez, il y a un attribut qui manque. C'est rendu. Il y a une valeur par défaut. Mais si vous mettez espace, regardez. Donc vous avez l'attribut rendu. Et regardez les valeurs. Ça peut être soit oui, soit non. Donc ça, c'est un attribut énuméré. En HTML, vous avez beaucoup, par exemple, quand vous créez un formulaire, vous mettez méthode, il va vous dire wash get to la post. C'est un type énuméré. Je peux mettre des types énumérés comme ça. Alors, vous voyez, donc c'est un élément un petit, il a compris, donc il a ajouté un slash, ok? Je veux ajouter un autre livre, L2, le titre par exemple Java, je mets une date, rendu égale non, ainsi de suite. Et si je suis là, qu'est-ce que je peux ajouter? Un élément étudiant. Le code égale E2. Yasmine. Hasna. L'âge. Alors, ici, je peux ici avoir le livre L1. Toujours c'est XML. Mais dans une autre date. Rendu égale à oui. J'ai un autre livre. L3. Oracle. J'ai une date quelconque.
et puis rendu égal à oui ou non, peu importe. Eh bien, ça, vous venez de créer un document XML valide. C'est clair? Un document XML valide. Alors, ce document XML valide, il est valide pourquoi? Parce que si vous allez là, vous mettez par exemple, je veux ajouter un élément par exemple, je ne sais pas, livre ici. Regardez, il est souligné en rouge. Le parseur XML ne l'acceptera jamais. Parce que le parseur XML, ça c'est... Mais si vous avez par exemple supprimé cette ligne, regardez, il l'accepte. C'est-à-dire c'est un document XML bien formé. Bon, c'est un document XML. Mais c'est un document qui ne respecte pas la DTD. Mais si vous voulez qu'elle respecte la DTD, il va falloir que cette ligne-là, c'est-à-dire soit présente dans le prologue. Alors maintenant, ce document-là, en principe, ça y est, vous avez un document. Certes, maintenant c'est un document statique, je vais créer manuellement, mais c'est un document XML valide. Ce document-là, vous pouvez le prendre avec n'importe quelle application, avec n'importe quel langage, avec n'importe quel environnement. On peut facilement le lire, le manipuler, etc. Donc c'est ça l'idée principale. Moi, j'utilise des applications avec Python ou la Java ou n'importe quel langage. Lire un document XML, c'est pas compliqué. Alors maintenant, si vous tentez, je ne sais pas, par exemple ici, je vais vers document, je vois XML, je vois biblio, ici TPXML, je vois biblio, donc j'essaie de l'ouvrir par exemple avec Chrome. Regardez ce que vous avez. Alors pour Chrome, donc ça c'est pour Chrome. C'est un document XML. Regardez, il a compris que c'est un arbre. Mais en faisant appel à Chrome, vous avez utilisé un parseur XML. Et le parseur XML, il a bien vérifié est-ce qu'il est valide. Il est valide, il l'a chargé en mémoire. Et comme il n'y a pas de feuille de style, vous voyez que les données, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce que je veux faire, je veux par exemple afficher ces données-là au format HTML. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai besoin de créer une feuille de style. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais créer un fichier XSL, XML Style Sheet. Alors, vous allez admettre un certain nombre de choses parce qu'on va essayer de donner les détails après. Créer. Ben, vous allez admettre qu'une feuille de style XSL, c'est également un document XML. Premièrement. Ça veut dire quoi un document XML? La racine, il y a des éléments, il y a des attributs, les 4 règles. Un document XSL commence par la racine, c'est Style Sheet. Il se termine par Style Sheet. Alors, tous les éléments du langage XSL sont déclarés dans ce qu'on appelle un namespace. Alors, la notion de namespace, je ne vais pas la détailler, mais je vais vous l'expliquer. Vous savez, en fait, dans tous les langages, par exemple, ceux qui travaillent avec Python, pour utiliser des instructions, il faut les importer, n'est-ce pas? Vous importez des librairies. Si vous travaillez avec le langage C, vous utilisez include. Vous travaillez avec Java, vous utilisez import. Dans n'importe quel langage, à chaque fois que vous voulez faire utiliser des instructions, il faut importer ce qu'on appelle le package ou bien ce qu'on appelle parfois le namespace dans lequel se trouvent ces instructions. Il se trouve que dans XML, dans un document XML, je peux manipuler des éléments XML qui ont le même nom, mais qui appartiennent à des namespaces qui sont différents. C'est-à-dire, grâce à la notion de namespace, je peux avoir plusieurs éléments qui ont le même nom, mais appartenant à des namespaces qui sont différents. Donc la notion de namespace, c'est quoi l'équivalent? C'est les packages pour les gens qui font du Java. Pour les gens qui font du Python, c'est tout simplement, c'est le namespace, c'est une bibliothèque, n'est-ce pas? Donc ce qui fait la même chose dans XML, quand on déclare un schéma XML, quand on déclare un schéma un ensemble d'éléments dans un schéma, bah, on va dire ce schéma-là appartient à un namespace X. Donc ce qui fait, moi, dans un document XML, par exemple, ici, Style Sheet,
les gens qui ont créé le langage XSL, ils ont créé un namespace qui est celui-là. Alors, les noms des namespaces, c'est des URL. Alors, par exemple, XSL, c'est HTTP, 3W, etc., slash transform. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va se connecter à cette adresse-là pour chercher des choses, non. C'est juste les librairies dans XML, ils sont identifiés par un nom qui est unique. Et pour garantir qu'une librairie XML soit identifiée de manière unique, la meilleure façon, c'est de lui donner une URL, par exemple, dans laquelle on trouve le nom de domaine de l'entreprise, n'est-ce pas? Parce que le nom de domaine de l'entreprise, généralement, il est unique, n'est-ce pas? Et après, on peut ajouter slash, des choses comme ça. Donc, c'est une façon pour identifier les librairies de manière unique. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que parfois, par exemple, quand vous travaillez dans Python, par exemple, ou bien dans Java, vous pouvez parfois trouver des packages qui portent le même nom. N'est-ce pas? Et quand vous avez deux packages qui portent le même nom, ça vous crée un conflit. Alors ici, donc, pour éviter ces conflits-là, généralement, les namespaces respectent un format spécial, c'est tout simplement, c'est des URL. Alors, ici, je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc maintenant, vous allez juste admettre. Vous allez admettre quelque chose. C'est qu'une feuille de style XSL, c'est un document XML dont la racine est XSL et que tous les langages, c'est-à-dire les éléments de ce langage XSL sont déclarés dans un namespace que vous voyez ici. Donc, pour déclarer un namespace, on utilise XML-NS. XML-NS, c'est namespace. Et quand vous déclarez un namespace, vous lui donnez ce qu'on appelle un préfixe. Alors ici, donc, je l'appelle XSL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, à chaque fois que je vais taper XSL de point, regardez, je suis en train de chercher un élément qui se trouve dans quel namespace? XSL. Et c'est quoi XSL? C'est cette librairie. Donc c'est une façon de chercher tout simplement des éléments du langage qui se trouvent dans un namespace. Alors bien sûr, le préfixe, vous pouvez l'appeler A. Dans ce cas-là, il faut mettre ici A. Et dans ce cas-là, à chaque fois, vous tapez A, deux points, et ça va marcher. Donc le préfixe, c'est le concepteur qui attribue un alias ou bien un préfixe à un namespace. Mais d'une manière générale, de préférence, de garder le préfixe XSL. Donc, autre chose, c'est que, bien sûr, j'aurai l'occasion quand on va traiter les namespaces dans les schémas XML, vous allez comprendre mieux cette notion de namespace. Mais vous pouvez tout simplement admettre que ici, un namespace, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle on est déclaré un schéma XML. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, pour utiliser des éléments, il faut déclarer donc ce namespace. Voilà. Oui. Dans notre démonstration, Oui. cette librairie, il existe dans le navigateur? Alors, ça veut dire que quelque part, Oxygène, là, Oxygène, regardez, Oxygène, dans ces librairies, il dispose de cette librairie-là quelque part. N'est-ce pas? Alors, généralement, le navigateur, par exemple, quand on est dans un navigateur, si le navigateur n'a pas cette librairie, par exemple, de XSL, si par exemple le parseur XML a besoin, c'est très simple. Il va juste se connecter à cette adresse-là, il va la chercher. Donc voilà un autre avantage du fait que le nom du namespace porte une adresse web. C'est-à-dire si la librairie n'existe pas dans l'environnement, ben, le parseur XML, il sait où est-ce qu'il va la chercher. Donc c'est un peu ça. C'est pas par exemple dans Python, c'est qu'une librairie, ça porte un nom, mais pour pouvoir l'installer, obligatoirement, vous tapez la commande pip install, etc. Ou par exemple avec JavaScript, vous utilisez npm install, vous installez. Mais pour le cas de XML, vous n'avez pas besoin d'installer, de télécharger. Pourquoi? Parce que les namespaces, ils ont une adresse. Mais ici, donc, ça c'est juste, on va dire, c'est des parenthèses. Parce que cette notion de namespace, ça mérite encore beaucoup d'explications.
Et ça, c'est quelque chose qu'on va traiter quand on va traiter le chapitre sur les schémas XML. Autre chose, il y a la version. Alors, la version, ça peut être soit 1.0 ou bien 2.0. Alors, quand vous utilisez 1.0 et 2.0, si vous vous rappelez, Excusez-moi, moi j'ai téléchargé une version de 3.0. de XSL, Non, de Oxygène. là, je ne parle pas d'Oxygène. Oxygène, Oxygène, là, j'ai la version 26 ou je ne sais pas quoi. XSL. Alors, dans XSL, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, XSL, c'est-à-dire il y a des versions. Donc, en principe, normalement, les versions, ils sont liés à ça, le langage. Vous savez, si vous vous rappelez XPath, c'est quoi XPath? XPath, c'est l'équivalent de SQL. C'est-à-dire, quand on va interroger un parseur XML pour aller vers un document XML cherché, on utilise ce qu'on appelle un langage qui est XPath. Il se trouve que XPath, au départ, il y a la version 1.0. Après, il y a la version 2.0 et après, tout récemment, il y a la version 3.0. C'est-à-dire, c'est dans XPath, c'est comme si on ajoute de nouvelles instructions, mais ça reste toujours la même chose. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, on va le laisser 2.0 pour rester dans les standards. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On a oublié ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est que j'ai un document XML qui contient des données. Moi, ces données-là, je voudrais les voir au format HTML. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer ce qu'on appelle un élément template. Comme ça, vous allez encore admettre ça. Avec l'attribut match, vous mettez slash. Pourquoi? Parce que une feuille de style, on va commencer à transformer un document XML. Et vous savez qu'un document XML, c'est un arbre. Et comme c'est un arbre, il faut indiquer au parseur XML qu'on va se placer dans la racine. Avec slash, c'est indiqué parce que les bases de données hiérarchiques, ce n'est pas comme les bases de données relationnelles. Parce que les bases de données relationnelles, on fait select from table. On va chercher les données à partir des tables. Mais dans un arbre, la recherche, cherchez en fonction de cas. Si vous êtes dans la racine, il y a une façon de chercher les éléments. Si vous êtes en bas, il y a une autre façon de chercher les éléments. Il faut indiquer au parseur, va te placer quelque part. C'est-à-dire, quand on veut chercher dans un arbre, il faut toujours, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on appelle au contexte, par rapport à l'élément actuel. Alors, ici, vous mettez slash toujours pour le moment. C'est-à-dire, je veux commencer à transformer le document XML depuis la racine. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut mettre ici? Alors, maintenant, je veux générer du HTML. Donc, je vais écrire une base HTML. Vous savez, maintenant, c'est du purement HTML. Je vais utiliser la balise head. Je vais utiliser la balise title. Par exemple, ici, biblio. C'est le titre de la page. Et il y a la partie body. Alors, body, maintenant, je vais mettre quelque chose. Par exemple, je vais utiliser le style H1. Donc, je vais, par exemple, liste des emprunts, par exemple, biblio. Alors, je peux le laisser comme ça pour le moment. Cette feuille de style XSL, je vais l'appeler, par exemple, biblio 1.xsl. Donc, add biblio 1.xsl pour le moment. Si je fais la transformation, la seule chose qui va m'afficher, c'est quoi? Alors, je vais tester. Et pour tester, Oxygène, il vous permet de faire ce qu'on appelle la transformation. Comment? Il y a un bouton ici, configurer le scénario de transformation. Je vais ajouter un scénario de transformation, comme ça, XSLT. Regardez, on va indiquer au parseur XML, j'ai un fichier XML. Comment il s'appelle le fichier XML? Biblio.xml. Donc je lui dis, tiens, je te donne l'input, je te donne un document XML et j'ai une feuille de style. Comment il s'appelle la feuille de style? C'est biblio 1.xsl. Sinon, par défaut, vous voyez ici une variable current file URL. C'est-à-dire, il va prendre le même fichier que nous avons
ici, c'est-à-dire la feuille de style, mais si vous voulez, je peux mettre ça. Alors regardez bien, je suis en train de dire au parseur XML, tiens, je te donne le document XML et je te donne la feuille de style XSL. Et le parseur XML, il va faire la transformation et à la sortie, qu'est-ce qu'il va me générer? Un document HTML. C'est pour cela que je dois configurer ici la sortie. Je lui dis, à la sortie, je voudrais que tu me génères un document HTML. OK? XHTML. Donc je rappelle, XHTML, c'est du HTML qui respecte les règles de XML. Et je vais lui demander d'ouvrir ça dans un navigateur. Comme ça, je peux le voir directement. Sinon, je peux lui demander d'enregistrer dans un fichier, par exemple, test1.html. J'ai configuré le scénario de transformation. OK. OK. Appliquer. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois test1.html, il contient bibliothèque. Donc, dorénavant, à chaque fois, si je veux faire la transformation, je peux cliquer sur ce bouton-là, appliquer. Regardez, appliquer, hop, ça me donne ça. Mais en réalité, il faut comprendre ce qui se passe. C'est que j'appelle le parseur XML, je lui donne quoi? Voilà la source des données, XML, et voilà la feuille de style, et donne-moi fais ta cuisine, transforme ça, et donne-moi ça. Alors maintenant, ce que je veux afficher tous les étudiants. Et pour afficher tous les étudiants, donc ce que je veux faire, eh ben, je vais utiliser quelque chose comme XSL for each. Alors vous savez, for each c'est pour faire une boucle. Donc je vais lui demander, dans l'arbre, parcours-moi tous les étudiants. Donc vous voyez, donc, ce que vous écrivez select, c'est une expression expat. Et ici, donc on va lui dire, ici par exemple, biblio, slash, quoi? Étudiant. Donc, vous voyez, donc, biblio slash étudiant, c'est comme si je lui dis, va me chercher tous les éléments étudiants qui se trouvent à l'intérieur de biblio. Ada expat. Bah, vous naviguez, expat, c'est quand vous naviguez le système de fichiers, c'est à peu près la même chose. Donc, pour chaque étudiant qui se trouve dans biblio, je voudrais afficher, par exemple, le nom de l'étudiant. Si vous voulez l'afficher sous forme, par exemple, d'une liste, alors dans HTML, parce que je sais que on vous rappelle tout ça, je peux utiliser une liste UL avec des listes items comme ça, /li, c'est des puces. Alors ici, donc, je veux afficher, par exemple, le code de point. Je vais afficher le nom. Et je vais afficher, par exemple, l'âge. Bah, si vous faites ça, vous aurez quelque chose comme ça. Vous voyez donc, code, il y a combien d'étudiants? 2, bah, code. Mais là, maintenant, je dois afficher les valeurs. Alors, c'est ce que je vais faire. Et pour afficher la valeur d'un élément ou bien d'un attribut, on utilise XSL value of. Mais regardez, XSL value, la valeur de quoi? De chaque étudiant. Mais un étudiant est défini par des attributs. Et maintenant, si vous mettez code, il va comprendre, l'expat, il va comprendre que vous lui demandez d'afficher un élément XML qui s'appelle code, qui se trouve à l'intérieur de l'étudiant. Or, le code, ce n'est pas un élément, c'est un attribut. Donc, avec expat, pour indiquer qu'il s'agit d'un attribut, on utilise arrobas, comme ça, code. Donc, si vous voyez l'expat code avec arrobas, comme ça veut dire quoi? C'est un attribut. Donc, je lui demande, affiche-moi l'attribut code de quoi? De étudiant. Ben, je fais la même chose ici. Et je fais la même chose ici. Si vous faites CTRL espace, vous allez voir que Oxygène, il sait déjà à peu près comment naviguer. Vous pouvez retrouver facilement. J'ai l'attribut nom. Et là, j'ai l'attribut âge. Plutôt prénom. Bon, supposons que là, je ne veux pas l'afficher. Prénom. Voilà. Alors, j'applique le scénario de transformation. J'ai quelque chose comme ça. J'ai étudiant, E1. Donc, vous voyez, ce que je vois là,
c'est des données, c'est la mise en forme, n'est-ce pas? Mais réellement, où sont les données? Ils sont séparés dans un document XML. Et les données des documents XML, ils ont une structure qui se trouve où? Dans une DTD. Donc, ce qu'on cherche à faire de l'activité, ce n'est pas vraiment être un expert pour le moment sur... mais c'est de comprendre déjà c'est qu'un document XML se compose de 3 composantes. Il y a la structure, les données et la mise en forme. Alors maintenant, j'ai les étudiants. Pour chaque étudiant, je veux afficher la liste des livres qu'il a empruntés. Alors pour cela, donc, je vais utiliser... À l'intérieur de For Each, je vais créer un élément table, un tableau, n'est-ce pas? Table. Alors vous savez, un tableau, donc je vais mettre une bordure. Bon, ça c'est. Vous pouvez utiliser CSS après tout. Dans un tableau, je peux créer des lignes, TR. Donc, TR c'est une ligne. Et dans une ligne, j'ai des TH, c'est-à-dire des colonnes. Alors, je veux afficher le ID. J'ai une colonne titre. J'ai une colonne la date. Et j'ai une colonne rendu. Alors, si j'applique ça, donc je vais avoir pour chaque livre, vous voyez, donc j'ai un tableau avec pour le moment une seule ligne, comme ça. Ben, le tableau, je voudrais lui donner une largeur de 90%, comme ça. Alors maintenant, vous voyez, donc, qu'est-ce que je dois faire encore? Je suis pour chaque étudiant, mais dans un étudiant, il y a plusieurs livres. Donc, ça veut dire que je dois encore faire For Each. Donc, pour chaque étudiant, on va lui dire encore For Each, pour chaque livre. Alors, pour faire ça, je vais donc, après cette ligne, je vais lui demander de faire XSL encore. For each. Alors, for each quoi? Alors, cette fois-ci, je ne dois pas écrire biblio / étudiant / livre. Je dois écrire uniquement / directement livre. Parce qu'il va comprendre que livre, c'est à l'intérieur de étudiant. Pour chaque livre, je dois créer une ligne. TR. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette ligne? Il y a plusieurs colonnes. Alors, dans les colonnes, j'utilise le TH ou bien TD. Sauf que TH, on l'utilise que pour la ligne d'en-tête. C'est le header, c'est la première ligne du tableau. Et les TD, on les affiche, on les utilise pour le TD, c'est-à-dire c'est une cellule. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre la valeur de ID, n'est-ce pas? Et si je veux afficher la valeur de ID, qu'est-ce que je dois faire? XSL value of. Comme tout à l'heure, XSL value of, je vais afficher l'attribut ID. Et je fais des copier-coller et vous avez compris à peu près comment on va faire ici. Là, je vais afficher l'attribut titre. Là, je vais afficher l'attribut date. Et là, je vais afficher l'attribut rendu. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois pour chaque étudiant, je vois les livres qu'il a empruntés. C'est clair? Alors maintenant, moi, je ne veux pas tous les livres. Je veux que les livres qui n'ont pas été rendus. C'est pas? Je veux voir les livres non rendus. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour les gens qui font de la programmation, ils vont penser à utiliser quelque chose de if. Alors non. Pourquoi? Parce que vous savez, XPath, il est fait pour ça. Par exemple, SQL, qu'est-ce que vous faites? Select from where? La condition pour filtrer. Alors, on va faire la même chose pour XPath. Alors, pour XPath, si vous voulez faire where, la condition, vous faites for each pour chaque livre, entre crochets. Alors, si vous mettez l'élément entre crochets, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur des crochets, c'est quoi? C'est une condition, c'est un filtre. La condition, c'est que l'attribut rendu égale non. Donc, vous voyez, ce n'est pas question de if, ce n'est pas de la programmation. Je suis en train d'utiliser XPath pour chercher les données que je veux. J'applique ça et je vois ici, il n'y a qu'un seul livre qui n'a pas été rendu.
Maintenant, je veux à la fin ici afficher le nombre de livres, le nombre de livres rendus, le nombre de livres non rendus. Ah, c'est ce que je vais faire ici. Donc, une fois que je termine la boucle for étudiant ici, pour chaque étudiant, plutôt j'ai table. Une fois que je termine cette boucle-là, ici, j'ai affiché les livres. Maintenant, je vais ajouter une autre ligne, tr, dans laquelle je vais afficher td, le nombre de livres empruntés. Ok? Ça, c'est et après, je vais créer une autre colonne dans laquelle je vais mettre la valeur. Et c'est quoi maintenant, je veux afficher le nombre de livres empruntés. Je vais utiliser encore XSL value of. Eh bien, je veux le nombre de livres. Je ne veux pas le livre. Je veux le nombre de livres. Eh bien, il y a count, xpat. Alors, comme dans SQL, il y a des fonctions d'agrégation. Count, sum, AVG, average, c'est la même chose. Max, min, maintenant, c'est à peu près la même chose, le même principe. Ici, donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle count. Count de quoi? De livres. C'est comme si je demande au parseur XML, cherche-moi le nombre de livres à l'intérieur de quoi? N'oublie pas, à l'intérieur de études. Pour chaque étudiant, je veux combien de livres? Et vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez ici, je vois le nombre de livres. Ici, c'est combien? C'est il a emprunté 2 parce qu'il y a un non rendu, mais il y a un qui l'a rendu. Parce que ici, j'affiche que le nombre de livres non rendus. Alors maintenant, je vais arranger ça. Je veux que cette colonne-là, cette cellule, je voudrais qu'il prenne la largeur de 3 colonnes, n'est-ce pas? Par exemple, ici, donc, je veux faire quelque chose comme ça, avec HTML. Ça, vous savez, il suffit d'ajouter ici quelque chose qui s'appelle col span, c'est-à-dire cette cellule, il va prendre la largeur de combien de colonnes? Ah bon, on va dire 3 colonnes. Comme ça, vous allez avoir ici 2. Alors maintenant, je veux afficher le nombre de livres rendus, le nombre de livres non rendus. Là, je fais le même principe. Je vais prendre cette ligne, CTRL V. Mais regardez, je fais count livres, la condition. Je fais count 2 livres, entre crochets. Les livres, c'est dans lequel rendu égale à oui. Donc ça, c'est du xpat. Je veux le nombre de livres pour lesquels l'attribut rendu égale à oui. Ben, je fais la même chose, le nombre de livres non rendus. Donc ici, je mets non. Le nombre de livres rendus, non rendus. Je vois ici donc le nombre de livres empruntés ici 2, rendus, non rendus. Je vois des choses comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez comprendre déjà quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai, c'est un premier contact avec XML, mais ça va commencer déjà à vous donner des idées. C'est que je suis en train de manipuler une source de données liée à XML, qui est une base de données hiérarchique. Mais avant de créer cette source de données XML, qui est une base de données hiérarchique, j'ai d'abord déclaré la structure. Donc j'ai déclaré le schéma ou bien ce qu'on appelle le contrat. C'est la DTD. Et puis donc je vous ai montré comment utiliser les feuilles de style XSL. Et maintenant, si vous regardez dans un document Word, j'ai dit tout à l'heure le docx, n'est-ce pas? Le docx. Vous prenez un fichier .docx, vous changez l'extension docx, vous mettez .zip. Vous faites extraire, et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les données XML, et vous allez trouver des fichiers XSLT. C'est-à-dire Word et Excel, et même PowerPoint, tout ce que vous voyez, c'est finalement quoi? C'est un rendu, c'est-à-dire c'est un rendu, basé sur quoi? C'est des données séparées et avec des feuilles de style. Et ça, c'est très important parce qu'on est en train de respecter la logique. Séparer les données et les mises
en forme. C'est ce qui va faire la différence entre généralement les informaticiens et ceux qui veulent exploiter l'outil informatique. Parce que ceux qui exploitent les outils informatiques, tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont voir à la fin. N'est-ce pas? Mais les développeurs, les informaticiens, ils savent très bien que ça, c'est le produit final. Parce que le produit final, c'est ça. Mais en réalité, pour avoir ça, bah, il y a plusieurs applications qui vont échanger des données. Ces données-là, ils viennent d'une source d'information. Je reviens à ça. Oui. J'ai une base de données qui contient les livres. À un moment donné, c'est un web service qu'on va créer par la suite qui va se charger d'aller vers cette base de données, récupérer la liste des livres et après, il va la transformer au format XML. Et ces données-là, elles vont arriver vers une autre application qui utilise Python qui va prendre ces données-là. Il va les stocker dans sa base de données MySQL. Et que ici, dans cette application-là, je vais créer une application qui va récupérer ces données-là et les envoyer, par exemple, sur un terminal au format HTML. Alors maintenant, il y a plusieurs solutions. XSLT, c'est une solution de transformation qui est très pratique dans des scénarios. Mais il n'est pas la seule, donc vous allez voir vous-même, quand on peut, en fait, il y a ce qu'on appelle des moteurs de template. Surtout pour HTML, il y a des moteurs de template qui peuvent prendre les données et les transformer au format HTML. Mais XSLT, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait la transformation ici en HTML. Je vais créer une autre feuille de style par la suite, XSL, qui va transformer les données au format SVG. Vous savez, SVG, c'est quoi? C'est les graphiques. C'est un format de données qu'on va utiliser par la suite. C'est pour dessiner des graphes, pour dessiner des tableaux de bord au format vectoriel. Et je peux utiliser une feuille de style XSL qui va transformer ça en format PDF. Donc, c'est-à-dire, moi, vous me donnez, si vous êtes le consommateur, vous me demandez des données. Si je vous envoie ces données-là sous forme d'une page HTML, eh bien, c'est que je vous impose, comme quoi vous avez des données sans format HTML, c'est à vous de voir comment les exploiter. Mais par contre, si je vous donne les données XML et je vous donne des feuilles de style, après, c'est à vous de savoir est-ce que vous voulez les transformer en PDF, ou bien en XML, ou bien Excel, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire le fait de séparer les données et la mise en forme, ça veut dire le consommateur, quand il prend les données, il y en a ceux qui vont prendre les données, ils ne vont même pas les afficher. Qu'est-ce qu'il va faire? On va les stocker dans la base de données. Donc c'est pour cela, je reviens à la base. XML, il est fait, c'est pour transporter des données, c'est pour échanger des données entre les systèmes d'information. Alors, vous avez une partie des données que je récupère à partir de la base, ça devient du XML. Et après ces données XML, on va les envoyer sur le réseau jusqu'à la destination et l'application qui va les consommer, ben, il va utiliser également des parseurs XML et après il va les traiter. Est-ce que c'est clair? C'est parfait. Alors maintenant, je vous ai donné à peu près une idée, mais après la prochaine fois, donc on va avoir un peu plus de détails avec des exemples d'applications. J'ai ici donc l'exemple, les DTD. Je n'ai pas parlé de tout, les exemples, mais la prochaine fois, on va parler des différents types de structures XML, comment déclarer les DTD. Vous voyez donc tout ce que je viens de dire, donc point d'interrogation, plus, étoile, tout ça. Donc, j'ai fait déjà une bonne partie de la démo. Et on va regarder, donc vous-même, vous allez regarder donc vous allez essayer de reprendre cette démonstration chez vous avec Oxygène. Et après, vous allez essayer de travailler cet exercice. C'est-à-dire, la même chose, j'ai un document XML, j'ai la structure. Ben, après, qu'est-ce qu'on veut? On veut déclarer la DTD, on veut créer un document XML valide, et on va créer plusieurs feuilles de style XSL. Comme ça, on va commencer à pratiquer XPath pour voir qu'est-ce qu'on cherche. On va faire des statistiques, des choses comme ça, rien qu'avec XPath. À partir de cette source de données XML. C'est clair?
Donc je pense aujourd'hui, ça sert à rien d'avancer parce que l'objectif il est là, c'est de comprendre les concepts de base. Et voilà, donc pour le reste, la semaine prochaine, avant la semaine prochaine, donc je vous laisse d'abord l'occasion de poser des questions parce qu'il y a des gens à distance. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous avez abordé le terme moteur de template. Est-ce qu'on peut considérer XSL comme Oui. Oui. un moteur de template Effectivement. équivalent à Chinese, par exemple? Exactement. XSL, c'est un moteur de template, mais sauf que XSL, ce n'est pas forcément pour générer du HTML, mais c'est un moteur de template côté client. Alors que TeamLeaf, c'est un moteur de template côté serveur. C'est-à-dire, le client, je lui envoie XML, je lui envoie XSL, et c'est lui qui fait la transformation. C'est à peu près ça. D'autres questions? S'il vous plaît, s'il vous plaît, reste pour 5 minutes, parce que les questions sont très intéressantes. Oui? C'est moi qui ai envoyé l'exemple tout à l'heure, c'est pas L'exemple... Ah d'accord, il y a un petit souci. Rappelez-moi, je vais vous donner l'exemple du cours. Oui. Ça n'a pas marché ça a marché au départ, convenablement, jusqu'à lancer une peu de style. Oui. Ça affiche une page vierge. Alors, généralement... Mais sur le scénario, il a affiché la page HTML. Oui. Il a affiché la page HTML. Oui. Donc, ça pose problème. Non, c'est tout à fait normal parce que, en fait, c'est pas tout à fait normal d'avoir les erreurs. C'est tout à fait normal, c'est que quand vous allez faire les premiers trucs, c'est que dans votre expat, parfois vous oubliez un l'exemple. Un petit peu juste, je vais juste oublier quelque chose ici, un slash sur les expats, par exemple. Je fais par exemple for each, par exemple pour chaque livre, et je mets quelque chose comme ça où j'oublie des choses comme ça. Et après, quand tu transformes, tu vas rien voir, les données. C'est-à-dire, en fait, tu regardes les expressions expat, select. Si un mot-clé n'est pas bien écrit ou bien il y a un slash, etc., bon, tu ne vas rien voir. Donc, ce qui fait... Anna, je vais regarder, je vais voir ce que tu as fait. D'accord? Et je te réponds. Mais même en attendant ma réponse, tu retrouves ton document. Et c'est quoi le problème? Donc il a affiché. Ah d'accord. Non, ça tu l'auras pas. Parce qu'en fait, c'est-à-dire quand tu mets XSL Style Sheet, d'accord, tu as mis XSL Style Sheet sur le navigateur, ça marche pas parce que depuis il y a des versions des navigateurs qui n'acceptent plus, c'est-à-dire pour des raisons de sécurité. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, d'ailleurs je l'ai barré. J'ai compris. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire, toi, tu as utilisé ça? Alors, sur le prologue, tu as utilisé ça, XML Style Sheet? Là, ici, ça dit de ça. De toute façon, ça, c'est normal, parce que ça marche que pour les anciens navigateurs. C'est pour cela que je vous disais, c'est fait, mais c'est rarement utilisé. Donc pour vous, le plus important, si tu es sur Oxygène, si tu appliques le scénario de transformation et ça marche, ça veut dire c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est ce qu'on veut. Après, la prochaine fois, donc, je vous laisserai vous-même l'activité pratique et après, on va discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Le code. Quel code? Ah, d'accord. Oui. Oui. Ça. Le fichier XSL. Oui, exactement. Alors c'est pour cela qu'on a configuré, regardez, on a configuré le scénario de transformation, et après on lui a demandé éditer, vous voyez, donc le scénario on lui a donné quoi? Le fichier
XML ou la feuille de style XSL. Donc, si vous voulez, on est dans cette logique-là, c'est-à-dire vous avez le parseur XML, donc l'input XML, et on lui a donné quoi? XSL. Et à la sortie, qu'est-ce qu'il m'a généré? HTML. C'est important. HTML. C'est ce que j'ai fait. On quand cliquer à exécuter, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'exécuter ce scénario de transformation. Sauf que maintenant, là, on le fait avec Oxygène. Mais après, vous allez le faire par le code. Par exemple, vous travaillez avec JavaScript, vous faites appel à un parseur XML, vous lui dites, voilà le fichier XML, voilà XSL, affiche-moi la transformation et il la génère. Vous pouvez la faire avec n'importe quel langage. Oxygène, on crée avec le scénario de transformation. Avec le scénario, c'est lui qui permet de lier XML avec XSL. Parfait. Donc voilà, vous restez, je prends une photo parce que j'aime beaucoup garder l'historique. Alors, pouvez-vous déconnecter?